pour la présentation. Mais ça Plaisir, me fait toujours vous plaisir de avoir. passer après Sibn Souda et la première présentation concernant les tests biologiques délocalisés. Bon, le choc hémorragique au bloc opératoire, il survient généralement en dehors de la traumatologie, de l'accidentologie chez des patients soit qui ont une chirurgie programmée et de temps en temps, c'est les patients qui sont sous anticoagulants. Et on va voir que les examens biologiques délocalisés, notamment la thromboélastographie, devient de plus en plus euh, présente au bloc opératoire, comme la gazométrie et les tests de coagulation pour la chirurgie cardiaque. Donc, mon propos va concerner le choc hémorragique et la gestion de l'hémostase durant le choc hémorragique, mais l'essentiel de la littérature concerne le choc hémorragique traumatologique, hein. Il y a beaucoup de littérature dans le saignement péropératoire, mais il y a encore plus de littérature concernant le choc hémorragique chez les traumatisés. Là, on parle de traumatisme, de choc hémorragique au bloc opératoire. C'est un choc qui va entraîner une perte de la masse sanguine assez importante et on parlera de choc quand on aura les atteintes viscérales, le retentissement viscéral de l'hypotension et ça se constate généralement quand on a une perte de sang qui dépasse 1,5 litre. Il faut savoir qu'au bloc opératoire, parfois le saignement ne peut pas être brutal et se fait doucement sur une durée de 4, 5, 6 heures. Et il n'est pas rare de se trouver avec des patients qui ont perdu presque la moitié de la masse sanguine en fin d'intervention. Et l'importance de la gestion d'hémostase dans le choc hémorragique au bloc opératoire, c'est d'être préventif. Et on va le voir durant cet exposé. Alors, contrairement au choc vasoplégique où dans la microcirculation, on a un débit sanguin qui est suffisant, mais on a en même temps une diminution de la résistance vasculaire, ce qui caractérise le choc hémorragique, c'est l'existence d'une résistance vasculaire élevée suite à la perte de la masse sanguine. Et cette particularité du choc hypovolémique et hémorragique fait en sorte que le dérecrutement microcirculatoire, c'est-à-dire la partie de la microcirculation qui va être isolée du système circulatoire, est importante avec des conséquences tissulaires généralisées. Et ces conséquences vont atteindre certes les tissus, mais les cellules et les mécanismes, notamment l'hémostase. Alors, qu'est-ce qui perturbe l'hémostase lors du choc hémorragique au bloc opératoire? Donc, il y a certes la perte de facteurs de coagulation, mais un certain nombre d'éléments qui n'ont rien à voir avec l'hémostase impactent de façon très importante le saignement et surtout la réversibilité du saignement quand on a corrigé les troubles d'hémostase sont essentiellement l'acidose, l'hypothermie, la coagulopathie associée à la ressuscitation et à la réanimation. On sait que quand on met le malade en immodulation, surtout quand on utilise des solutés non balancés, on a des hémodulations avec troubles d'hémostase. Il y a un concept nouveau de plus en plus présent dans la littérature, c'est la coagulopathie induite par le traumatisme. Posons au saigneur sur les plaquettes, même si le taux reste relativement démarginalisation, il y a une dysfonction plaquettaire qui va s'installer lors du choc hémorragique au bloc opératoire. Et à côté de ça, lors de la chirurgie, comme lors du traumatisme, il y a une atteinte tissulaire avec libération de microparticules, dont le but initialement, c'est d'assurer l'hémostase locale, mais à terme, ça vont entraîner un syndrome équivalent de la CIBD. Alors, concernant l'acidose, quand on a un état de choc, par définition, on a une hypoperfusion tissulaire et un fonctionnement cellulaire en anaérobie avec production de lactate. Alors, des études se sont intéressées sur l'efficacité de l'hémostase normale en fonction du pH. Et dans une étude, on a utilisé la thromboélastographie pour quantifier la coagulation, notamment par la durée de la formation du caillot, chez des patients qui ont présenté des chocs hémorragiques en fonction de leur pH. Et dans l'étude, on constate que
plus le pH est bas, plus la durée de la formation du caillot, le CFT, le Clotting Formation Thrombus, est allongée. Et avec des pH à 7, le temps de formation du thrombus est multiplié par 3. Et quand on corrige cette acidémie, on voit que le temps de coagulation va se réduire. Donc, sur le plan pratique, quand on a un état de choc, rien que l'acidose va entraîner un doublement de la durée de formation du thrombus avec un retentissement sur l'hémostase. En effet, l'état de choc hémorragique va entraîner une hypoperfusion tissulaire avec fonction des cellules en anaérobie avec production de lactate. Cette acidémie localisée ou généralisée va entraîner une diminution de la fonction de certains facteurs, notamment le facteur 10 activé, le 5 activé et la prothrombine. Et cette réduction de leur fonction est de 50% quand on passe à un pH à 7,2 et il est de 90% quand on passe à un pH au-dessous de 7. Donc, l'acidose égale augmentation de la durée de formation du thrombus. Le deuxième élément qu'on a au bloc opératoire est l'hypothermie, du fait de la température du bloc lui-même, des perfusions non réchauffées, de l'exposition des viscères et de l'effet de la myorelaxation de l'anesthésie sur la thermorégulation. On a une hypothermie qui va s'installer et qui est de plus en plus profonde en fonction de la durée d'intervention et de type d'intervention. Et il n'est pas rare de faire sortir des malades de chirurgie viscérale avec des températures à 33 degrés après 6 heures d'intervention. Cette hypothermie, elle est connue pour altérer la fonction plaquettaire ainsi que le fonctionnement de différents facteurs de coagulation. À côté de ça, on sait que les paramètres d'évaluation de l'hémostase au laboratoire ne sont pas fiables parce qu'au laboratoire, on va remonter le sang à une température de 37 degrés parce que la coagulation normale et l'hémostase normale est faite à une température de 37 degrés. Donc, au laboratoire, on va faire un pré-réchauffage des échantillons, mais le résultat qu'on obtient, c'est un résultat de l'hémostase qu'aurait le patient si sa température était normale. Et comme je vous ai dit, il n'est pas rare de trouver des patients à 34-33 degrés. Donc, même si vous avez des tests biologiques qui sont normaux, mais c'est des tests biologiques qui sont normaux à 37 degrés, pas à 33 et pas à 34. Et ça, vous pouvez le constater dans les chirurgies prolongées. Et là, tout l'intérêt de la biologie délocalisée au bloc opératoire pour les chirurgies lourdes, notamment chirurgie viscérale, qui va durer dans le temps, chirurgie thoracique et chirurgie vasculaire. Et on en a parlé en début de cette session. Alors, à côté de ça, on a notre réanimation quand un saignement s'installe, soit de façon brutale ou progressive au bloc opératoire. Le réflexe, c'est de rétablir la volémie par le remplissage par des cristalloïdes, et généralement c'est du NaCl, avec toutes les conséquences de cette ressuscitation qui sont essentiellement la dilution des facteurs de coagulation. Et avec ça, il y a un effet rhéodologique de l'hémodilation. L'hémodilation va réduire la coagulation au niveau du vaisseau, au niveau des lésions vasculaires, et on a une coagulation qui va se faire, par exemple, avec une hématocrite à 36 est différente d'une coagulation qui va se faire avec un hématocrite à 24 ou 20. C'est pour ça qu'en neurochirurgie, généralement, l'hématocrite doit rester élevé en péropératoire parce que c'est un facteur qui assure un état de coagulation normal. Donc, quatrième élément qu'il faut prendre en charge, c'est la coagulopathie induite par le traumatisme. La lésion tissulaire, que ce soit le traumatisme ou la chirurgie, entraîne un processus d'altération de la coagulation qui n'est pas lié à l'acidose, ni à l'hypothermie, ni au remplissage, mais qui est lié tout simplement à une activation de la voie extrinsèque de la coagulation par les lésions tissulaires. Et cette coagulopathie induite par le trauma, ou que ce soit traumatisme ou chirurgie, est un phénomène indépendant de l'hypothermie de l'acidose, survient dans toutes les situations où il y a une hypoperfusion avec bas débit, c'est le cas du choc hémorragique hypovolémique, et il est lié essentiellement à une activation massive de la protéine C, et on obtient un anticoagulant systémique qui va inactiver le facteur 5 et le facteur 8, et cette protéine C activée pourrait remplir normalement une fonction protectrice qui va inhiber la thrombose
pendant les périodes de diminution du débit. Donc, c'est un processus normal à la suite de lésions tissulaires et activation de la voie extrinsèque, mais ce processus peut devenir dépasser la normalité et son objectif et devenir pathologique. Et il y a deux grandes études, une américaine et une italienne, qui se sont intéressées à ce phénomène de thrombopathie liée au traumatisme, au trauma-induced coagulopathie. Et, pour résumer, c'est le thromboélastogramme qui permet de quantifier cette thrombopathie induite par coagulopathie induite par le traumatisme. Si à l'état normal, vous avez ici au milieu la thromboélastographie, vous avez un profil de formation du caillot qui est un peu particulier, avec une formation rapide du caillot, un caillot qui est solide et une lise possible, c'est-à-dire que le caillot peut se liser dans des délais optimaux. Quand on a, en début de saignement, quand on a le déclenchement de ce processus de coagulopathie induite par le traumatisme, on a un processus de coagulation qui est caractérisé par la formation de caillots, mais ce caillot n'est pas solide et ce caillot se lise rapidement. C'est ce qu'on voit lors du choc hémorragique au bloc opératoire. Au départ, on a ce profil au thromboélastogramme et c'est là où il faut agir en arrêtant le saignement, en donnant des antifibrinolytiques comme l'acide tranexamique, en corrigeant la calcémie, en corrigeant la kaliémie, en transfusant avec des ratios corrects, culoglobulaires, plaquettes et PFC. Quand ce processus va durer, c'est le patient de réanimation généralement en post-opératoire. On a un thromboélastogramme qui est beaucoup plus caractérisé par un risque élevé de thrombose et c'est ce qu'on voit en post-opératoire après les 4-5 premiers jours de réanimation. Alors, à côté de ça, on a, lors de choc hémorragique péropératoire, une dysfonction endothéliale systémique. L'endothélium vasculaire va se trouver dans une situation anormale, caractérisée essentiellement par la perte de l'intégrité du glycocalyx. C'est-à-dire que l'endothélium, qui normalement permet de protéger contre la formation du thrombie, va dans certains endroits être exposé et entraîner la formation et l'activation de la voie de coagulation. Tout ça par une sécrétion de coagulation et la réponse est une sécrétion de l'héparane sulfate qui est endogène, c'est un anticoagulant endogène qui va aggraver le risque de saignement. Donc il y a formation de microthrombie et en même temps il y a un processus de sécrétion d'anticoagulants qui va aggraver le saignement durant le choc hémorragique en péropératoire. À côté de ça, quand on a un choc hémorragique avec une part de la masse sanguine qui dépasse la moitié, on a l'installation d'une anomalie de la fonction plaquettaire. Cette anomalie peut se voir même avec un taux de plaquettes normal. Donc, un taux de plaquettes normal lors d'un choc hémorragique ne veut pas dire que les plaquettes fonctionnent normalement. Idéalement, on peut tester la fonction plaquettaire par l'agrégométrie, mais ce n'est pas un examen qui est routinier même au laboratoire. Il n'est pas délocalisé, mais même au laboratoire, ce n'est pas un examen qu'on peut faire en routine. Et cette altération de la fonction plaquettaire est liée essentiellement au processus inflammatoire. À côté de ça, lors d'un traumatisme, lors d'une chirurgie, on a la libération de microparticules. C'est des débris cellulaires qui sont libérés et dont le but initial est essentiellement de essayer de fermer les brèches. Ces particules ont pour rôle une action procoagulante pour aider l'hémostase au niveau du site de la chirurgie. Mais quand ils sont libérés en systémique, ces microparticules auront un effet CIVD-like avec activation de la coagulation et par la suite le saignement. Tout ça, c'est bien les causes des pertes, les perturbations de l'hémostase au cours du choc hémorragique. Il y en a qui sont liées au système de coagulation lui-même, d'autres qui sont liées à la réanimation et d'autres qui sont liées à l'hypoperfusion. Comment on peut diagnostiquer ces anomalies? Alors, pour vous dire que les tests habituels comme le taux de prothrombine, l'INR ou le taux de thromboplastine ou le taux de céphaline activé sont de mauvais reflets de la coagulation, notamment en situation hémorragique. Dans la situation hémorragique, on a une hyperfibrinolyse et on peut avoir, plusieurs études ont montré qu'on peut avoir une hyperfibrinolyse avec un taux de TP ou de TCA qui est normal. À côté de ça, on a vu que dans cette situation, on est en hypothermie et il n'y a pas de corrélation
entre l'examen qui est réalisé au laboratoire à 37 degrés et la réalité du patient qui est à 33 degrés ou 34 degrés. Rapidement, il y a une libération des dédimères qu'on peut détecter au niveau du prélèvement sanguin. Le taux de fibrinogène doit être dosé parce qu'il témoigne de la profondeur de l'hypofibrinogénémie, qui est un élément de mauvais pronostic et doit être corrigé. Donc, c'est un élément à prendre en considération quand on est en situation de choc hémorragique avec un saignement qui peut ne pas être contrôlable rapidement. Le dosage des facteurs est très peu utilisé en pratique. Donc, pour les examens complémentaires, ce qu'on fait habituellement n'est pas fiable. Quand on a une thrombopénie, on peut quantifier, mais le TCA et l'INR ne sont pas fiables en choc hémorragique initial. C'est des examens qui sont pratiqués au laboratoire à 37 degrés, alors que la réalité, le patient au bloc opératoire, généralement, il est à 35, 34 et 33 degrés. Et c'est d'où l'intérêt des nouveaux examens et essentiellement le thromboélastogramme. C'est des examens qui sont de plus en plus utilisés dans la chirurgie de transplantation et dans la chirurgie cardiaque, mais qu'on va voir de plus en plus dans les blocs opératoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme les gaz du sang ou l'hémoQ ou le TCA pour la chirurgie cardiaque. Donc, le thromboélastogramme, je ne vais pas en parler, c'était le sujet de la première présentation, mais en général, il permet de quantifier la durée totale de formation du caillou, la phase initiale de la formation du caillou et la thrombolyse. Et il donne des paramètres sur le degré de fibrinolyse initiale, parce que quand on a un processus thrombotique initial, il y a une fibrinolyse primaire qui va se déclencher, et la fibrinolyse secondaire. Et ces paramètres permettent d'orienter la cause du trouble d'hémostase lors du choc hémorragique et bien sûr d'orienter le traitement. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est un examen qui est de plus en plus pratiqué et probablement dans le futur, il va être délocalisé, notamment dans les blocs opératoires où il y a de la chirurgie lourde, de la transplantation, de la chirurgie des traumatisés et de la chirurgie néoplasique. Donc, ces tests de viscoélasticité permettent de quantifier la fibrinolyse primaire, l'hyperfibrinolyse secondaire après la formation du thrombus, la thrombocytopénie et la fonction plaquettaire, la consommation des facteurs de coagulation et l'hypercoagulabilité qu'on va voir secondairement après le choc hémorragique au bloc opératoire. Alors, on va passer au traitement. Donc, on a vu que, bon, il y a l'altération de la coagulation, il y a l'hypothermie, il y a l'acidose, il y a l'hémodilution engendrée par la réanimation du choc hémorragique qui aggravent ce trouble d'hémostase. On a vu que les examens complémentaires habituels, ils peuvent aider, mais ils ne sont pas fiables pour l'attitude thérapeutique et que la thromboélastographie deviendra de plus en plus prépondérante dans la décision thérapeutique dans les chocs hémorragiques au bloc opératoire. Alors, dans le traitement, il y a les mesures générales. On est en état de choc, il faut rétablir la perfusion tissulaire, remplissage optimisé par le monitorage hémodynamique et éventuellement transfusion et vasoconstricteur. La stratégie transfusionnelle empirique, donc au bloc opératoire, quand ça commence à saigner, le réflexe, c'est de passer des culots globulaires, c'est bien au début, mais il faut différencier des situations où on sait qu'on va maîtriser le saignement assez rapidement et les situations où on n'a pas de visibilité sur le degré de saignement avant qu'on ait une hémostase chirurgicale. Et c'est important parce que quand on a des éléments qui permettent de nous orienter vers un saignement qui va être difficile à maîtriser et qu'on va être dans une situation de transfusion massive, la stratégie transfusionnelle doit aller dans des ratios de 1 kg globulaire, une unité plaquettaire et une unité de plasma frais congelé. La fibrinolyse, il ne faut pas l'oublier, c'est un élément très important et je pense un peu partout au bloc opératoire, on donne des antifibrinolytiques dès le départ du saignement. Et il y a les agents hémostatiques. Professeur Bensouda, on a parlé pour le traitement notamment des saignements sous anticoagulants, mais ils peuvent être utilisés de temps en temps dans les chocs hémorragiques avec troubles d'hémostase au bloc opératoire. Alors, les mesures générales, c'est la réanimation liquidienne qui doit être titrée. Bon, un choc hémorragique, ça se traite par un remplissage, mais par le rétablissement de la perfusion périphérique, l'usage de vasoconstricteurs, et tout ça guidé par un monitorage. Il faut lutter contre l'hypothermie. On a vu que l'hypothermie, c'est un élément aggravant du saignement. Lutter contre l'acidose assez rapidement et optimiser l'hémodynamique par une titration, remplissage inotrope et vasoconstricteur.
Alors, concernant la stratégie transfusionnelle, ce qu'on fait fréquemment au bloc opératoire, c'est une stratégie empirique, c'est-à-dire on commence à passer des culots globulaires. Il y a plein d'études qui, euh, qui ont essayé de voir l'efficacité de la transfusion et des ratios entre plasma, frais congelés, plaquettes et culots globulaires. Dans ces stratégies, ce qu'il faut retenir dans la littérature, c'est que quand on prévoit un saignement qui va entraîner une transfusion massive qui dépasse les 10 unités de culots globulaires, vaudrait mieux dès le départ aller avec des ratios 1-1-1. Ne pas attendre d'avoir passé 6 kilos globulaires, dire que là, je vais commencer à passer du PFC et des plaquettes. Donc on sait que le saignement, il est important. La maîtrise du saignement va être dure, notamment dans la chirurgie thoracique, vasculaire thoracique ou parfois abdominale, dans la chirurgie néoplasique, la chirurgie hépatique. Vaudrait mieux, dès le départ, démarrer par des ratios, un kilo globulaire, une unité plaquettaire et un PFC. Ce sont les recommandations récentes concernant la transfusion empirique dans le choc hémorragique traumatologique, mais ça se superpose sur le choc hémorragique au bloc opératoire. Alors, quand on va utiliser on va utiliser le thromboélastographie pour la gestion du saignement, il y a de plus en plus de recommandations récentes qui mettent les paramètres, les données de la thromboélastographie dans la décision thérapeutique du traitement des troubles d'hémostase lors du choc hémorragique. Là, c'est des recommandations nord-américaines et je vais prendre la partie centrale de la recommandation. Cette partie centrale va, en fonction des données de la thromboélastographie, que je ne connais pas sincèrement, et il va falloir qu'on s'habitue à cet examen et l'interpréter. Généralement, il est simple d'interprétation. On a les situations suivantes. La situation normale, au thromboélastogramme, on a une coagulation qui est normale, avec des facteurs qui sont normaux. Dans ce cas, il faudrait faire de la réanimation, traiter l'hypothermie, traiter l'acidose, traiter la dyscalcémie. Ce sont ces paramètres qui peuvent altérer l'hémostase. Donc, au thromboélastogramme, on a un saignement, qui est important, mais à thromboélastogramme, tout est normal. Donc, dans ce cas, on traite les paramètres associés qui aggravent le saignement. Maintenant, quand le thromboélastogramme sort avec une altération de la phase initiale de la formation du thrombus. Donc, le thromboélastogramme permet d'analyser la formation du thrombus, notamment de la phase initiale. Dans ces circonstances, il y a deux causes. Soit que le patient a une déficience dans un facteur de coagulation, soit comme a présenté le professeur Bensouda, il est sous anticoagulant. Et dans ce cas, le traitement, c'est la réversion. Donner des agents qui vont permettre d'arrêter l'action de l'anticoagulant sous lequel est mis le patient. Donc, c'est la situation quand on a un malade qui est opéré en urgence et qui est sous anticoagulant. Si on fait le thromboélastogramme en début de saignement, on va trouver qu'il y a une anomalie dans la phase initiale de formation de thrombus. Maintenant, le thromboélastographie peut nous donner un résultat montrant que c'est une altération de la fonction plaquettaire. Et dans ce cas, ça va être plus la transfusion de plaquettes assez rapidement, une unité puis une deuxième unité, que de donner d'autres thérapeutiques. Le thromboélastographie peut faire le diagnostic d'une altération de la formation du thrombine liée à la fibrine, au fibrinogène. Et dans ce cas, c'est le dosage des fibrinogènes qui va nous permettre de savoir à quel niveau on est dans la fibrinolyse et donner du fibrinogène en fonction du taux, du dosage au lit du patient. Et dans ces deux situations, dans les recommandations, on voit que fréquemment, on associe un antifibrinolytique qui est l'acide tranexamique, qui peut être utilisé assez précocement, et les études le montrent. 1 gramme initialement assez précocement peut réduire le saignement, peut réduire la durée d'hospitalisation et même dans certaines études, la mortalité. Donc, dans les guidelines futurs, on va trouver résultat de la thromboélastographie, et idéalement, si c'est de localiser au bloc, c'est encore beaucoup plus pertinent. Et en fonction des résultats, on va privilégier le traitement global du patient, la transfusion de plaquettes ou le fibrinogène, et associé à ça, un antifibrinolytique. Et parlant d'antifibrinolytique, j'ai parlé de l'acide tranexamique. Il a montré son efficacité dans
presque tous les saignements péropératoires, avec certaines limites dans le saignement digestif et dans les saignements urologiques, où il aggrave le saignement. Donc, les recommandations actuelles sont pour un usage assez précoce, donner 1 gramme. Et idéalement, si on a le résultat de la thromboélastographie, ça va nous permettre de dire ce patient va répondre, il faut continuer 3 grammes sur 24 heures ou ne pas donner l'acide tranexamique. Alors, je vous invite les gens qui s'intéressent, il y a une revue de la littérature récente sur l'acide tranexamique, les évidences et les limites de ce produit. C'est un article qui est très bien fait si vous voulez plus de détails sur le produit. Concernant les agents hémostatiques, notamment le complexe prothrombinique qu'on a vu tout à l'heure, est-ce qu'ils ont une place dans le choc hémorragique péropératoire? Et récemment, il y a les guidelines canadiennes, elles datent de quelques mois, de 2 mois, dont le saignement non chirurgical, management des chocs hémorragiques non chirurgicaux, et particulièrement en traumatologie. Et pour les Canadiens, il y a une place au fibrinogène. Il faut le donner pour avoir un taux qui dépasse le 1,5 g par litre. Et en obstétrique, c'est 2 grammes par litre. C'est l'objectif de l'usage de fibrinogène. Par contre, pour les complexes prothrombiniques, l'efficacité, elle serait comparable au PFC et efficace pour antagoniser rapidement le traitement anticoagulant. Par contre, ils ne doivent pas être administrés à titre prophylactique en cas d'hémorragie majeure avec risque de transfusion massive. Donc, il faut les utiliser quand le patient est sous anticoagulant et ce n'est pas un traitement utilisé pour éventuellement réduire le saignement d'un choc hémorragique péropératoire. Par contre, il faudrait se concentrer sur le dosage du fibrinogène et essayer de restaurer un taux de fibrinogénémie correct. Alors, dans le même sens, les recommandations de la Société française de médecine d'urgence quant à l'usage des complexes prothrombiques dans les chocs hémorragiques traumatologiques, bon, les études ont constaté une augmentation du risque thromboembolique après réanimation sans bénéfice dans la gestion du saignement, soit en préhospitalier, soit au péropératoire à l'intérieur de l'hôpital. Alors, quand on a un choc hémorragique avec trouble d'hémostase au bloc opératoire, on a un diagnostic, on peut explorer et la place essentiellement de l'élastographie, de thromboélastographie éventuellement délocalisée, et il faudrait monitorer les paramètres qui peuvent impacter l'hémostase, à savoir la température. À défaut de thromboélastogramme, on peut toujours se fier au taux de plaquettes, à l'hématocrite et bien sûr le TP, le TCA et le fibrinogène. Les gaz du sang répétés permettent d'orienter le traitement de l'acidose et voir l'efficacité des thérapeutiques pour restaurer la perfusion. Il ne faut pas oublier la correction de la calcémie. Et quand on a une transfusion massive, un remplissage important, il est important d'avoir un capteur de pression intravésicale pour guetter le syndrome de compartiment abdominal. Pour conclure, le choc hémorragique péropératoire, en général, il est prévisible, on se prépare à un saignement important. Mais la prise en charge ne se limite pas à la transfusion de culoglobulaires, de plaquettes ou de PFC, ou bien donner de l'acide tranexamique de façon prophylactique ou en début de saignement. Mais il faut lutter contre les autres éléments qui impactent de façon très importante l'hémostase au bloc opératoire, à savoir l'acidose, l'hypothermie, la coagulopathie par lésion tissulaire et l'hypocalcémie. Et là, c'est des paramètres qu'on peut maîtriser de façon préventive en début d'intervention. Je vous remercie.